À l'instant même, la planète entière est en train de glisser vers une nouvelle étape de dérèglement monétaire. L'inflation n'est plus un risque lointain. Elle s'est transformée en véritable arme de destruction massive. Et le dernier élément dont le monde avait besoin, c'était l'arrivée d'un acteur prêt à tout sacrifier pour remporter cette bataille. Cet acteur, c'est le Japon. Jusqu'ici, toute la narration se concentrait sur Washington, Pékin et la réserve fédérale américaine. Mais depuis la prise de pouvoir de Sanae Takaichi, Tokyo refuse désormais de rester un simple spectateur muet. Ses prises de position offensives envers la Chine, notamment concernant Taïwan, ont mis de l'huile sur le feu. Résultat, une escalade géopolitique accompagnée d'une panique financière. Le Japon, troisième puissance économique mondiale, vient de faire un choix qui va frapper sa devise, secouer ses marchés et provoquer une onde de choc planétaire. Prenons un instant pour examiner le contexte. L'inflation est devenue la norme absolue. Peu importe les rumeurs prétendant voir les prix ralentir, les faits sont implacables. Aux États-Unis, Trump prépare des chèques de soutien de $2000, alimentant des déficits qui flirtent avec les 2000 milliards par an. En Chine, c'est un déferlement de liquidités pour amortir les répercussions du conflit commercial. Et la Fed se tient prête à réduire ses taux. Le monde entier avançait déjà dans une fuite en avant monétaire. Le dernier scénario imaginable était l'arrivée d'une nouvelle grande puissance prête à attiser encore davantage les flammes. Pourtant, c'est exactement ce que le Japon vient d'entreprendre avec un plan de relance d'une intensité jamais vue. Nous assistons au véritable point de rupture de la politique monétaire nippone. Le ministre des Finances l'a confirmé. Ce nouveau stimulus dépasse les 17 000 milliards de yens. Cela correspond à environ 110 milliards d'euros. Une somme gigantesque. Sans surprise, dans cette guerre mondiale des mesures inflationnistes, Tokyo a décidé de suivre le mouvement. La logique est limpide. Si chaque pays met tout son poids dans la bataille pour soutenir son économie, ne pas en faire autant revient à accepter de perdre à long terme. Mais le coût est astronomique. Créer l'équivalent de plus de 100 milliards d'euros, c'est signer l'arrêt de mort de sa propre monnaie. C'est aussi fracasser son marché obligataire, puisqu'il faut encore davantage d'emprunts pour financer l'opération. Conséquence instantanée, les investisseurs prennent la fuite. Le rendement des obligations japonaises à 20 ans vient de s'envoler pour atteindre un sommet inédit, frôlant les 2,8%. Aujourd'hui, la crédibilité du yen se dissout sous nos yeux. Plus personne ne croit vraiment à la soutenabilité d'une dette publique qui dépasse les 230% du produit intérieur brut. Le Japon vient d'envoyer un message clair au monde, il est prêt à fragiliser son propre système financier pour rester dans la compétition. Et pourtant, ce n'est qu'un avant-goût de la tempête. Les investisseurs ne sont pas dupes. Voici pourquoi. Officiellement, ce vaste plan est censé atténuer le coût de la vie pour les ménages japonais. Une affirmation presque ironique, puisque ce programme contribuera lui-même à nourrir l'inflation qu'il prétend combattre. Il doit également financer des projets stratégiques dans l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Mais le marché obligataire, l'indicateur le plus impitoyable qui soit, ne croit absolument pas que cela se traduira par une croissance plus robuste à long terme. Les acteurs financiers listent attentivement le paysage dans lequel évolue aujourd'hui le Japon. Les exportations vers les États-Unis sont écrasées par les tarifs douaniers, la Chine lui dérobe des parts de marché dans de nombreuses branches industrielles, le déclin est structurel. Le PIB japonais vient de reculer de 1,8% au troisième trimestre, une première contraction après 6 trimestres consécutifs de progression. C'est le signe que l'impact des tarifs commence réellement à mordre. Si la même dynamique se produit au quatrième trimestre, le pays basculera officiellement en récession. Une véritable tempête parfaite s'abat sur l'économie nippone et la confrontation avec Pékin orchestrée par la nouvelle administration en constitue l'un des éléments centraux. Tout converge désormais vers la question de Taïwan et une interrogation stupéfiante s'impose. Le Japon a-t-il laissé entendre, même de manière indirecte, la possibilité d'une action militaire ou d'une intervention ? Du point de vue chinois, c'est une limite infranchissable. Les blessures historiques restent profondes. Il suffit de se remémorer les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Même Washington continue officiellement de soutenir la politique d'une seule Chine. Voir l'administration Takaichi prononcer de telles déclarations a de quoi laisser perplexe. Mais ces mots ont des répercussions immédiates. Ils exposent brutalement toute l'architecture économique japonaise.
La presse d'État chinoise laisse déjà filtrer l'idée que Pékin dispose de mesures de représailles prêtes à être activées. Elles pourraient prendre la forme de sanctions ciblées ou de lourdes restrictions sur les échanges bilatéraux. Pour le Japon, un tel choc serait catastrophique. Ces grandes industries sont déjà en difficulté. Les tarifs américains étouffent les exportations et la faiblesse du yen alourdit le coût des matières premières importées. Dans ce décor sombre, un secteur aurait pu rester relativement épargné, voire servir de planche de salut, le tourisme. Des millions de visiteurs affluent chaque année vers Tokyo, Kyoto ou encore le mont Fuji. Le tourisme pèse environ 7% du PIB japonais. Et c'est justement là que la situation devient critique. Pékin met désormais en garde ses citoyens quant au risque de voyager au Japon et la Chine détient ici un levier colossal. Le premier pays d'origine des visiteurs étrangers au Japon, ce sont les voyageurs chinois. De janvier à septembre, on a compté 7,5 millions de touristes venus de Chine continentale. En ajoutant Hong Kong, ce chiffre dépasse les 9 millions. Ils constituent la majorité du flux touristique, davantage que la Corée du Sud et les États-Unis réunis. En clair, la Chine possède un bouton rouge capable d'asphyxier une artère vitale de l'économie nippone. L'impact est déjà visible sur les marchés. Même des géants japonais de la cosmétique, comme Shiseido, se font littéralement punir en bourse. Le titre a chuté de 9% en une seule séance. Une démonstration évidente de la puissance du consommateur chinois, qui reste le plus gros dépenseur d'Asie. Au-delà du tourisme, Pékin pourrait très bien instaurer de nouveaux tarifs douaniers sur les produits japonais. Un boycott spontané pourrait également émerger parmi la population chinoise. L'engrenage des représailles économiques peut alors s'emballer très rapidement. Et ce n'est pas tout. Comme les États-Unis, le Japon dépend massivement des terres rares et des minerais stratégiques venus de Chine. Une partie du plan de relance japonais vise justement à renforcer la filière des semi-conducteurs. Les constructeurs automobiles, eux aussi, ont un besoin vital de ces matériaux. Choisir précisément ce moment pour s'aliéner Pékin n'est pas seulement maladroit, c'est un pari au timing désastreux. La Chine est le producteur dominant de toute une série de minerais industriels essentiels. Elle contrôle presque 100% de la production mondiale de gallium, une immense portion du magnésium, du graphite et naturellement des terres rares. Ces matériaux sont indispensables à l'ensemble de la chaîne industrielle, des véhicules électriques jusqu'aux appareils électroniques avancés. Pour fabriquer des amants ou des puces de dernière génération, il faut des métaux comme l'indium, un marché dont Pékin maîtrise également près de 70%. Dans ces conditions, n'aurait-il pas été plus judicieux pour Tokyo de chercher des alliances plutôt que de tester la patience de la puissance qui détient à la fois les matières premières cruciales et accès à un marché colossal? C'est précisément ce point qui rend la stratégie japonaise si difficile à comprendre. En fin de compte, les 110 000 € du plan de relance ne sont qu'un montant fixe. Tout reposera sur deux variables fondamentales, le coût des intrants et accès aux débouchés. Et sur ces deux fronts, c'est la Chine qui tient les cartes essentielles. Intéressons-nous maintenant aux intrants et tournons-nous vers les États-Unis de Donald Trump. Son vaste projet de réindustrialisation, le fameux programme Made in USA, commence sérieusement à vaciller. Sans dire qu'il est voué à l'échec, il apparaît de plus en plus évident qu'il coûtera bien davantage que ce que beaucoup imaginaient. Les droits de douane, censés remplir les caisses du Trésor américain, sont en réalité en train d'étouffer les mêmes industries que Trump prétend protéger. Si vous pensez que construire des data centers, des usines de semi-conducteurs ou produire des véhicules électriques sur le sol américain sera économique, il faut revoir entièrement vos estimations. L'un des principaux producteurs d'aluminium au monde applique désormais des surcharges énormes sur ses livraisons vers les États-Unis. La fameuse Midwest Premium, la prime régionale qui s'ajoute au cours de base de l'aluminium, est devenue incontrôlable. On parle d'environ 2 000 $ de supplément par tonne, en plus du prix standard du métal. Sans surprise, certains qualifient le marché américain de dysfonctionnel. Les stocks s'effondrent, les prix s'envolent. Est-ce vraiment cela, la terre promise de la renaissance industrielle ? Produire quoi que ce soit aux États-Unis, prenons l'exemple d'une voiture électrique, revient automatiquement beaucoup plus cher. Les ménages américains vont être frappés de plein fouet. Ces droits de douane les pousseront à acheter du Made in USA, mais à des tarifs exorbitants. Deuxième effet pervers, les produits industriels américains deviennent totalement non compétitifs à l'export. Rivaliser avec la Chine dans les secteurs clés relève désormais de l'impossible. Fabriquer ailleurs coûte bien moins cher. Investir dans une usine aux États-Unis revient à entrer dans un casino sans issue de secours. À terme, vous finissez exsangue. Les fournisseurs d'aluminium fuient le marché américain comme la peste. Le Canada, par exemple, redirige la majorité de sa production vers l'Europe, ce qui maintient les prix relativement stables sur le vieux continent. Mais pour les États-Unis, les prix ont quasiment doublé. Comment un tel modèle pourrait-il tenir ? Et l'aluminium n'est pas un cas isolé. Les importations d'acier et de cuivre sont elles aussi frappées par des taxes dépassant les 30%.
Dans le même temps, Washington veut absolument remporter la bataille de l'intelligence artificielle, avec plus de 1000 milliards de dollars de dépenses prévues sur la décennie. Tout cela se fera pourtant à coût majoré, puisque les intrants sont surtaxés par les propres droits de douane décidés par Trump. Les États-Unis ont-ils réellement les moyens de supporter ce surcoût ? Le pays fait déjà face à un déficit massif en matière d'infrastructures, estimé à 3700 milliards de dollars. Ce gouffre comprend environ 580 milliards pour l'énergie, 690 milliards pour le réseau routier et 370 milliards pour les ponts. Impossible de bâtir une économie industrielle performante sur des infrastructures délabrées. Cela implique encore plus de dépenses, encore plus de travaux coûteux à financer pour combler ce vide gigantesque. En résumé, les États-Unis se retrouvent enfermés dans un mécanisme où il faut dépenser 2 dollars pour obtenir 1 dollar de production réelle. Bienvenue dans la version économique de l'hôtel California. Une fois à l'intérieur, il est impossible d'en sortir. Et cette dérive ne s'arrête pas là. Beaucoup estiment que le pays ne peut pas se permettre une telle trajectoire de déficit, mais Trump n'en est pas de cet avis. Selon lui, l'hélicoptère monétaire est prêt à redécoller. Le fameux tarif dividende est prévu pour 2026. D'après le maître du monde autoproclamé, les Américains recevront bientôt un chèque de 2000 dollars. L'envoi devrait commencer d'ici la mi-2026. C'est complètement insensé et évidemment inflationniste, du moins à court terme. Les gens se précipiteront à encaisser le chèque, puis le dépenser. Difficile de les reprocher, personne ne sait si une nouvelle vague suivra. Le problème, c'est la manière dont Scott Bessent justifie ce plan. Son argumentation donne l'impression qu'il s'agit d'un nouvel impôt camouflé visant les classes moyennes. C'est confus et cela obscurcit la réalité. Il précise que ces dettes seraient réservées aux foyers gagnant moins de 100 000 dollars par an et ajoute que la nouvelle loi fiscale financerait à la fois la suppression de l'impôt sur les pourboires, la sécurité sociale et divers remboursements d'impôts déjà existants. Voici le cœur du sujet. Ce chèque de relance revient à vous offrir une aile de poulet aujourd'hui, tandis que Trump vous reprend le poulet entier demain, avec au moins 3 années supplémentaires de droits de douane. C'est un marché de dupes, et pour ceux qui gagnent plus de 100 000 dollars par an, il n'y aura rien. Paradoxal, puisqu'ils sont probablement ceux qui paient les plus ces mêmes tarifs douaniers indirectement. De plus, Trump ne peut pas distribuer indéfiniment. Rien que ce geste coûtera environ 300 milliards de dollars au gouvernement, une dette supplémentaire ajoutée à une montagne déjà vertigineuse. Le Committee for a Responsible Federal Budget estime même que la facture pourrait grimper à 600 milliards selon la structure retenue. C'est plus que ce que les droits de douane ont rapporté jusqu'ici. Autrement dit, il s'agit très probablement d'une dépense ponctuelle et non d'un revenu durable. Ce n'est pas un pactole permanent. Les vrais gagnants resteront les plus riches, ceux qui ont les moyens de production. Ce plan est objectivement superflu. Il devra encore être validé par le Congrès, mais il est difficile d'imaginer des élus prendre le risque de contrarier des millions d'électeurs en refusant un chèque gratuit. Cela représente potentiellement plus de 100 millions de votes. Tout indique donc que ces versements finiront par être approuvés. Ensuite, il faut se demander où ira réellement cet argent. Ces 2000 dollars par bénéficiaire, soit environ 600 milliards de dépenses supplémentaires, remonteront inévitablement vers le haut de la pyramide. Ils se transformeront en profit, puis en achats d'actifs de toutes sortes, immobilier, or, actions américaines. Nous sommes déjà dans une envolée généralisée des prix des patrimoines, un melt-up alimenté par l'administration Trump. Du divertissement pour la majorité, une nouvelle villa pour ceux en haut de l'échelle. Autre effet monumental de ce stimulus. Il va fortement peser sur les décisions de la Fed. Si Trump injecte 600 milliards dans l'économie, cela ressemble à une nouvelle poussée inflationniste imminente. Powell et ses collègues sont piégés. S'ils abaissent les taux maintenant, ils risquent d'alimenter un dérapage des prix dans quelques mois. La probabilité d'une baisse des taux en décembre est tombée à environ 53%. La bulle boursière, en particulier dans la tech, repose aujourd'hui sur l'espoir d'une baisse des taux. C'est incontestable. Mais la Fed a-t-elle vraiment la possibilité de réduire encore les taux alors que Trump prépare un raz de marée de liquidités de 600 milliards ? Baisser maintenant, puis laisser cette vague déferler serait totalement irrationnel. C'est pour cela que l'économie américaine ressemble aujourd'hui à une farce, à un spectacle absurde. On empile des contradictions sur des absurdités, elles-mêmes posées sur d'autres folies. C'est vertigineux. Et pourtant, ce château de cartes ne s'est pas encore effondré. Mais il finira par céder. On ne peut pas éternellement faire tourner cette mécanique bancale. Reste alors deux questions simples mais cruciales. L'économie japonaise peut-elle survivre à son propre chaos monétaire ? Et l'industrie américaine est-elle capable d'encaisser durablement la guerre tarifaire menée par Trump ? Merci encore pour votre attention et merci du fond du cœur pour votre fidélité à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer et bien sûr à laisser un petit like si cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos du même genre. Prenez soin de vous et à très vite.